le jour où mon monde s'est écroulé, portait les couleurs d'une célébration. J'avais passé la matinée à me préparer avec un soin particulier, choisissant ma plus belle robe bleu marine, attachant mes boucles d'oreilles en argent, celles qu'Henri m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage, et fixant cette broche en forme d'ange sur mon foulard de soie. C'était le baptême de Sébastien, mon premier petit-fils. Un jour qui devait être inscrit parmi les plus lumineux de ma vie. L'église Saint-Martin de Beaune resplendissait ce matin-là. Les vitraux multicolores projetaient des arabesques de lumière sur les pierres séculaires. L'odeur d'encens me rappelait tous ces moments de paix que j'avais cherchés ici, durant mes 65 années d'existence. C'est dans cette même église que j'avais fait baptiser Thomas et Gabriel, mes 2 fils, quelques 38 ans plus tôt. Je me tenais près du 3e pilier, là où j'avais toujours aimé m'asseoir pour la messe dominicale. Mes mains tremblaient légèrement, l'émotion sans doute, et peut-être aussi cette arthrite qui commençait à déformer mes articulations. J'observais Thomas, si élégant dans son costume gris, tenant les cierges du baptême. Céline, dans sa robe ivoire, berçait délicatement Sébastien. Elle semblait rayonner, parfaite dans ce tableau familial que j'admirais de loin. De loin, oui, car malgré mes efforts répétés depuis 3 ans, depuis que Thomas avait épousé cette femme, je n'avais jamais réussi à franchir cette distance invisible qu'elle avait érigée entre nous. Les dîners dominicaux dans ma petite maison de la rue des Vignerons, invariablement annulés, les remarques subtiles sur ma façon de cuisiner, d'arranger ma maison, même sur ma manière de m'habiller. Et puis cette déclaration quand ils avaient annoncé la grossesse, que sa mère Sylvie serait la grand-mère présente, tandis que je serais plutôt une visiteuse occasionnelle. J'avais tout accepté, tout avalé, pour Thomas, pour préserver ce fragile lien qui nous unissait encore, pour avoir le droit de voir grandir ce petit être qui portait notre nom, le nom des Leroux, le nom d'Henri. C'est alors que j'ai commis l'erreur qui allait tout déclencher. Voyant que Sébastien s'agitait dans les bras de Céline, j'ai fait quelques pas vers eux, pensant offrir mon aide. Un geste instinctif de grand-mère, rien de plus. Le silence est tombé d'un coup, comme si quelqu'un avait baissé le volume de l'église entière. Céline s'est tournée vers moi, ses yeux soudain glacials, son visage transformé par une rage que je ne comprenais pas. « Sortez d'ici, diable !» Sa voix a résonné contre les voûtes centenaires. « Personne ne veut de vous ici en ce moment !» Le temps s'est figé, les flammes des cierges semblaient immobiles. Les regards de tous les présents brûlaient ma peau comme des braises vives. Je cherchais désespérément les yeux de Thomas, attendant, suppliant silencieusement qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi qui montrerait que je comptais encore pour lui. Mais mon fils a simplement baissé les yeux. Ses mains tenant le cierge du baptême tremblaient légèrement. Son silence m'a fait plus mal que les mots de Céline. Les parents de Céline, Jacques et Sylvie Moreau, affichaient des sourires mal dissimulés aux commissures de leurs lèvres. Et puis, il y avait tous ces visages connus. Françoise Lambert, mon amie de 4 décennies, la main couvrant sa bouche, choquée. Père Antoine, qui connaissait notre famille depuis toujours, avec une expression de profonde tristesse. Et aussi ceux que je ne connaissais pas, des amis du couple, des collègues de travail, des personnes pour qui je serais désormais la grand-mère diable, la vieille femme qui fut chassée de l'église. J'ai réalisé que j'avais 2 options. Je pouvais m'effondrer ici même, confirmant tout ce qu'on disait de moi, ou je pouvais agir avec la dignité que j'avais apprise pendant toute ma vie dans cette petite ville viticole de Bourgogne. J'ai ajusté mon manteau de laine bleu marine, celui que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. J'ai redressé ma colonne, qui s'était courbée sous le poids de l'humiliation. J'ai regardé directement dans les yeux de Céline, sans colère, sans larmes, juste avec une fermeté qui l'a fait reculer d'un pas. « Que Dieu bénisse mon petit-fils », ai-je dit, d'une voix qui, à ma grande surprise, n'a pas tremblé, et qu'il grandisse avec plus de compassion que celle dont il est témoin aujourd'hui. Je me suis retournée et j'ai marché dans l'allée centrale de l'église, sentant le poids de chaque pas, entendant les murmures qui se répandaient comme des ondulations. J'ai gardé la tête haute, les yeux fixés sur la lourde porte en chêne sculptée devant moi. Chaque pas était une bataille contre l'envie de courir, de me cacher. En passant par les derniers bancs, j'ai remarqué une silhouette se lever. Gabriel, mon fils cadet. Nos regards se sont croisés et j'ai pu voir en lui
un mélange de honte et de détermination. Il a fait mine de venir vers moi, mais j'ai fait un geste subtil de la main, lui demandant de rester. Ce n'était pas le moment de créer plus de division dans la famille. Il a compris et a acquiescé, mais j'ai pu voir que quelque chose avait aussi changé en lui. Lorsque j'ai finalement atteint les portes de l'église et senti l'air frais de Beaune caresser mon visage, je me suis rendu compte que j'avais retenu mon souffle. J'ai inspiré profondément, laissant l'air du matin remplir mes poumons. Les rues pavées, que je connaissais si bien, semblaient maintenant un chemin inconnu devant moi. C'est alors que j'ai remarqué un détail que j'avais négligé dans la tourmente du moment. En ramassant mon sac, quelque chose était tombé du banc, une enveloppe. Ce n'était pas à moi, j'en étais sûre. Je me suis penchée pour la ramasser, plus par réflexe que par curiosité. C'était une enveloppe ordinaire, blanche, sans destinataire. Je l'ai mise dans mon sac sans trop y penser, supposant qu'elle appartenait à un autre invité. J'ai marché jusqu'à la place de la Halle, cet endroit où j'avais si souvent emmené mes fils jouer, où Henri et moi nous asseyions pour parler des rêves que nous avions pour l'avenir. Je me suis assise sur le même banc que d'habitude, celui sous l'ombre du grand tilleul. C'est seulement alors que j'ai permis aux larmes de couler. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, je m'en suis rendu compte. C'était aussi des larmes de colère, de déception et étonnamment de soulagement, comme si un masque que j'avais porté pendant des années était enfin tombé. C'est là, seul sur ce banc, avec le son lointain des cloches de l'église marquant la fin de la cérémonie que j'avais manquée, que j'ai commencé à sentir quelque chose de nouveau naître en moi, une détermination que je n'ai pas reconnue immédiatement. Puis je me suis souvenu du sac et de l'enveloppe mystérieuse. Je l'ai ouverte distraitement, m'attendant à trouver une carte de félicitations égarée. Ce que j'ai trouvé était bien différent. C'étaient des documents, des feuilles imprimées avec des chiffres, des tableaux, des noms. À première vue, ils n'avaient aucun sens pour moi, mais après des décennies de travail à la bibliothèque municipale de Beaune, à cataloguer et organiser des informations, mes yeux entraînés ont rapidement commencé à percevoir des schémas. Je n'ai pas eu le temps d'assimiler ce que je voyais. Une ombre est tombée sur moi et en levant les yeux, j'ai vu Gabriel debout là, haletant comme s'il avait couru. « Maman !» a dit Gabriel en s'asseyant à côté de moi. « Nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Thomas et Céline. » Son visage était tendu, marqué par une gravité que je voyais rarement chez lui. Gabriel avait toujours été le plus détendu de mes fils, celui qui parvenait à trouver de l'humour même dans les situations les plus difficiles. Le voir ainsi n'a fait qu'alourdir le poids que je sentais déjà dans ma poitrine. « Que pourrait-il y avoir de pire que ce que je viens de vivre, mon fils ?» ai-je demandé, essuyant les dernières larmes avec un mouchoir brodé, un autre cadeau d'Henri. J'ai regardé l'enveloppe sur mes genoux, les papiers partiellement exposés. Gabriel a suivi mon regard et a pâli. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé, sa voix presque défaillante. « C'est tombé par terre à l'église quand je suis sortie. Je ne sais pas à qui ça appartient. » ai-je répondu, perplexe face à sa réaction. « Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ces papiers ?» Gabriel a passé sa main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui qu'Henri faisait quand il était préoccupé que, pendant un instant, j'ai vu mon mari assis là. La ressemblance physique entre père et fils avait toujours été frappante, mais à cet instant, c'était comme si le temps avait reculé. Ce sont des registres financiers de la Société financière du Rhône où travaillent Thomas et Céline, a-t-il finalement expliqué. Des documents qui ne devraient pas circuler. Je me souvenais alors que Thomas et Céline travaillaient tous deux pour la même société financière à Beaune. Thomas comme chef comptable et Céline dans le département administratif. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés 5 ans auparavant. Depuis des mois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de mon frère, a continué Gabriel. Il est toujours tendu, secret. Quand nous parlons au téléphone, il évite de parler travail. Lors du dernier jour férié, quand je leur ai rendu visite, j'ai surpris Thomas et Céline chuchotant dans la cuisine à propos de transferts et de comptes offshore. Quand ils ont remarqué ma présence, ils ont brusquement changé de sujet. Le vent frais de Beaune agitait les feuilles du tilleul au-dessus de nous. J'ai resserré mon manteau contre mon corps, ressentant un frisson qui ne venait pas uniquement de la température. « Qu'essaies-tu de me dire, Gabriel ?» ai-je demandé, bien que quelque chose en moi connaissait déjà la réponse.
Je crois qu'il détourne de l'argent de l'entreprise, maman. Cela explique la nouvelle voiture, les vacances coûteuses, cette rénovation absurde dans leur appartement au Clos de Bourgogne, a-t-il dit, baissant la voix malgré le fait que nous étions seuls sur la place. Et je crois que quelqu'un les soupçonne. J'ai regardé à nouveau les documents. Même sans comprendre complètement les termes techniques, je pouvais voir des montants exorbitants, des dates, des noms d'entreprises qui semblaient n'avoir aucun lien entre eux. Mais quel rapport avec ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui, ai-je demandé, essayant de relier les points. Gabriel a poussé un profond soupir. La pression, maman. Ils sont sous pression. Et quand les gens sont sous pression, ils attaquent ceux qui sont les plus proches, les plus vulnérables. Il a pris mes mains dans les siennes. Tu as toujours été une menace pour Céline. Ta relation avec Thomas, le respect qu'il te portait, elle a toujours été jalouse de ça. J'ai secoué la tête, me rappelant les petits signes que j'avais ignorés au fil des ans. Comment Céline trouvait toujours des excuses pour annuler les déjeuners dominicaux dans ma maison. Comment elle critiquait subtilement ma façon de cuisiner, d'arranger la maison, même ma façon de m'habiller. Comment, lorsqu'ils ont annoncé la grossesse, elle s'est assurée de dire que sa mère, Sylvie, serait la grand-mère présente, tandis que je serais plutôt une visiteuse occasionnelle. Et maintenant, avec le baptême de Sébastien, toute la famille réunie, des personnes de l'entreprise présentes, elle a dû paniquer en te voyant approcher, a poursuivi Gabriel. Peut-être a-t-elle pensé que tu pourrais dire quelque chose, remarquer quelque chose. Mais c'est absurde, me suis-je exclamé, sentant l'indignation monter à nouveau. Comment pourrais-je savoir quoi que ce soit? Je n'entre même plus dans cet appartement depuis des mois. Elle m'a pratiquement interdit de voir mon propre petit-fils. Gabriel a serré mes mains plus fort. Il ne s'agit pas de logique, maman. Il s'agit de peur. Les personnes qui ont peur font des choses irrationnelles. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, assimilant tout cela. La cloche de l'église a sonné au loin, marquant l'heure. J'ai imaginé la cérémonie se poursuivant sans moi, le petit Sébastien étant baptisé, tandis que sa grand-mère était assise sur une place, essayant de comprendre comment sa famille avait volé en éclats de cette manière. « Que dois-je faire maintenant, Gabriel ?» ai-je demandé, me sentant plus perdue que jamais auparavant. Même lorsqu'Henri était décédé 7 ans plus tôt, je ne m'étais pas sentie aussi désorientée. Il a semblé réfléchir un moment, les yeux fixés sur la petite fontaine au centre de la place. « Rien pour l'instant, » a-t-il finalement dit. « Garde ces documents en lieu sûr. N'en parle à personne, pas même à Françoise. » Et il a hésité, semblant choisir ses mots avec soin. « Il est peut-être temps de changer de tactique avec Thomas et Céline. Que veux-tu dire? Au lieu de la confrontation, essaie de te rapprocher. Propose ton aide avec Sébastien. Sois la grand-mère dont ils ont besoin maintenant, même s'ils ne le méritent pas. » Je l'ai regardé incrédule. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, après avoir été traité de diable devant toute la ville? Précisément pour cette raison, a dit Gabriel, avec une intensité qui m'a surprise. Il ne s'y attendrait jamais. Ils pensent que tu vas t'éloigner, peut-être même couper les ponts. Si tu fais le contraire, tu les prendras au dépourvu. J'ai commencé à comprendre ce que mon fils suggérait. Ce n'était pas seulement une stratégie pour me rapprocher à nouveau de mon petit-fils. C'était un plan pour en savoir plus sur ce que Thomas et Céline manigançaient. « Tu veux que je fasse semblant de tout pardonner ?» ai-je demandé, incertaine de pouvoir jouer un tel rôle. « Pas exactement. Tu peux montrer que tu es blessé, que tu as besoin de temps, mais ne coupe pas les liens. Dis que, malgré tout, Sébastien est ton petit-fils et que tu veux faire partie de sa vie. » J'ai pensé à la maison vide qui m'attendait rue des Vignerons, aux pièces silencieuses où résonnaient autrefois les rires d'enfants, à la collection de livres pour enfants que j'avais commencé à acheter quand j'avais appris que je serais grand-mère, des livres que Sébastien n'avait jamais touchés. Et après, ai-je demandé, sachant déjà que je suivrais le conseil de Gabriel. Pas par vengeance, je n'y pensais pas encore, mais par un besoin viscéral de comprendre, de donner un sens au chaos dans lequel ma vie s'était transformée. Après, nous verrons, a-t-il répondu, avec une lueur dans les yeux qui me rappelait Henri quand il élaborait un plan. Une étape à la fois, maman. Dans les jours qui ont suivi, je suis restée distante, comme on s'y attendait. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message. Au 3e jour, comme Gabriel l'avait prévu, Thomas a appelé. La conversation a été tendue, artificielle. Il ne s'est pas directement excusé pour le comportement de Céline, disant seulement que
les choses avaient dérapé et que tout le monde était stressé par les préparatifs du baptême. J'ai joué mon rôle. J'ai dit que j'étais profondément blessée, que j'avais besoin de temps, mais que par amour pour mon petit-fils, je ne voulais pas rompre les relations. J'ai ressenti une pointe de culpabilité à utiliser des mots qui, bien que sincères, servaient maintenant un objectif qui allait au-delà de la réconciliation familiale. Une semaine plus tard, j'ai été invitée à déjeuner dans leur appartement. L'invitation venait de Thomas, pas de Céline, un détail qui n'est pas passé inaperçu. Quand je suis arrivée au Clos de Bourgogne, une résidence nouvelle et luxueuse dans la périphérie de Beaune, j'ai été accueillie avec une cordialité forcée. L'appartement était impressionnant, bien au-delà de ce qu'un comptable et une administratrice pourraient normalement se permettre avec leur salaire. Des sols en marbre importés, des meubles design, une vue panoramique sur la ville. Sur le mur du salon, un tableau que j'ai reconnu comme étant l'œuvre d'un artiste local renommé, dont les œuvres coûtaient de petites fortunes. Céline était dans la cuisine quand je suis arrivée, feignant d'être occupée avec le déjeuner. En réalité, j'ai pu voir que le repas avait été commandé au restaurant Le Cep. J'ai reconnu les contenants discrètement cachés dans la poubelle. Sébastien était dans son berceau dans la chambre, une pièce décorée avec un luxe presque obscène pour un bébé. Un mobile en or au-dessus du berceau, des vêtements de marques internationales soigneusement pliés sur les étagères, des jouets qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Quand j'ai finalement pris mon petit-fils dans mes bras, j'ai ressenti une émotion sincère qui m'a presque fait oublier la raison de cette visite. Il était si petit, si fragile. Il avait les yeux de Thomas quand il était bébé, le même menton déterminé. En le berçant, sentant sa chaleur et son odeur de bébé, j'ai silencieusement promis que, quoi que je découvre sur ses parents, je protégerai cette créature innocente. Le déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère de fausse normalité. Nous avons parlé du temps, des nouvelles de la ville, évitant soigneusement toute mention de l'incident à l'église. Céline n'a presque pas parlé, laissant Thomas mener la conversation. J'ai observé comment elle vérifiait constamment son téléphone portable, comment ses yeux évitaient les miens, comment ses mains tremblaient légèrement en servant le dessert. Avant de partir, j'ai risqué une suggestion. Vous devez être occupé avec le travail. Si vous avez besoin, je peux garder Sébastien quelques après-midi par semaine. Il y a eu un moment de silence tendu. Céline a ouvert la bouche pour répondre, probablement pour refuser, mais Thomas a été plus rapide. « Ce serait parfait, maman », a-t-il dit, ignorant le regard furieux de son épouse. « En fait, nous avons besoin d'aide. Céline a des réunions importantes dans les prochaines semaines et je suis sur un gros projet au travail. » C'est ainsi que j'ai commencé à passer les après-midi de mardi et de jeudi chez mon fils, à m'occuper de Sébastien. Pendant les premières semaines, Céline s'assurait d'être toujours à proximité, me laissant rarement seule avec le bébé. Mais avec le temps, les réunions importantes sont devenues plus fréquentes et elle a commencé à sortir me laissant seule dans l'appartement. C'est lors d'un de ces après-midi, alors que Sébastien dormait profondément après son biberon, que j'ai décidé de mener mon enquête. Le bureau du couple était au bout du couloir, une porte toujours fermée. Cet après-midi-là, la porte était entr'ouverte, une négligence qui semblait une invitation. Je suis entrée silencieusement, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, jamais envahi l'intimité de quelqu'un, encore moins celle de mon propre fils. Mais les paroles de Gabriel résonnaient dans mon esprit, et le souvenir de l'humiliation à l'église brûlait encore. Le bureau était impeccablement organisé, une étagère avec des livres de comptabilité et de gestion, tous semblant n'avoir jamais été ouverts. Un grand bureau en bois sombre, avec un ordinateur dernier cri, et un petit coffre-fort encastré dans le mur, partiellement caché par un tableau. L'ordinateur était allumé, l'écran affichant l'économiseur d'écran avec mot de passe. Ne connaissant pas le code, j'ai décidé de chercher ailleurs. J'ai ouvert des tiroirs, soigneusement, toujours attentive au moindre bruit provenant de la chambre de Sébastien ou de la porte d'entrée. Dans le 3e tiroir, j'ai trouvé un dossier simplement marqué « Projet Aigle ». À l'intérieur, d'autres documents similaires à ceux trouvés dans l'enveloppe mystérieuse. Des virements bancaires, des noms de sociétés écrans, des comptes dans des paradis fiscaux. Contrairement à l'enveloppe, ces documents comportaient des annotations manuscrites dans les marges, l'écriture de Thomas.
que je reconnaîtrais n'importe où. À l'aide de mon téléphone portable, j'ai rapidement photographié chaque page. Mes mains tremblaient et plusieurs fois j'ai dû refaire les photos car elles étaient floues. Quand j'ai eu terminé, j'ai tout replacé exactement comme je l'avais trouvé et je suis sortie du bureau, laissant la porte entrebâillée au même angle qu'auparavant. À peine étais-je revenue dans le salon que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Céline est entrée, semblant agitée. Ses yeux ont parcouru la pièce, comme si elle cherchait quelque chose d'inhabituel. « Sébastien dort toujours ?» a-t-elle demandé, accrochant son sac coûteux au porte-manteau près de la porte. « Oui, il s'est endormi après le biberon », ai-je répondu, essayant de garder une voix calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Elle a acquiescé, regardant toujours autour d'elle avec méfiance. « Vous êtes resté ici tout le temps, dans le salon ?»« Bien sûr, ai-je menti, sentant un goût amer dans ma bouche. Je lisais ce magazine-là. J'ai désigné un magazine de décoration sur la table basse que j'avais feuilleté plus tôt. Céline s'est visiblement détendue. « Parfait, merci pour aujourd'hui, Madame Leroux. Je crois que nous n'aurons plus besoin de vous déranger cette semaine. » Son ton était poli, mais définitif. Elle me congédiait. Quand je suis sortie de l'appartement, quelques minutes plus tard, j'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires. De la culpabilité pour avoir envahi le bureau, trahi la confiance, bien que fragile, que j'étais en train de reconstruire. De la peur de ce qui pourrait arriver si Céline ou Thomas découvraient ce que j'avais fait, mais aussi une étrange sensation de pouvoir, de contrôle sur une situation dans laquelle, jusqu'alors, j'avais seulement été une victime. J'ai appelé Gabriel dès que je suis arrivée chez moi. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain au centre communautaire Saint-Exupéry, où je faisais occasionnellement du bénévolat, un endroit où nous n'éveillerions pas les soupçons. Ce soir-là, assise seule sur la terrasse arrière de ma maison, regardant le petit jardin qu'Henri avait planté avec tant d'amour, j'ai eu un moment de profond doute. Étais-je en train de me transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas? Quelqu'un capable d'espionner, de mentir, de conspirer? Mais alors, je me suis souvenu de l'Église, des paroles de Céline, du silence complice de Thomas. Je me suis souvenu du luxe inexplicable dans lequel il vivait, tandis que moi, avec ma modeste retraite de bibliothécaire, je devais souvent choisir entre acheter des médicaments ou réparer le toit qui fuyait. Et surtout, je me suis souvenu de Sébastien, innocent dans son berceau doré. Quel avenir aurait-il avec des parents impliqués dans des fraudes? Qu'adviendrait-il de lui s'ils étaient découverts, emprisonnés? C'est à ce moment que l'idée de la vengeance a commencé à prendre forme dans mon esprit. Non pas une vengeance impulsive, née uniquement de la douleur, mais quelque chose de plus calculé, plus juste. Quelque chose qui exposerait la vérité, qui apporterait des conséquences à qui les méritait, mais qui en même temps protégerait celui qui était innocent. « Tu m'as appelé diable !» ai-je murmuré à la nuit, comme si Céline pouvait m'entendre. « Mais tu n'as aucune idée de ce que tu as éveillé en moi !» Le téléphone a sonné, m'arrachant à mes pensées. C'était Thomas, sa voix tendue au téléphone. « Maman, nous avons un problème. Céline doit voyager pour le travail la semaine prochaine et j'ai un audit important à l'entreprise. Nous avons besoin de quelqu'un pour rester avec Sébastien pendant quelques jours. Pourrais-tu ?»« Bien sûr, mon fils !» ai-je répondu sans hésiter, nous surprenant tous les deux par la promptitude de ma réponse. « Tu sais que tu peux compter sur moi, toujours. » En raccrochant, j'ai réalisé que la pièce finale de mon plan venait de tomber en place. Avec un accès libre à l'appartement pendant plusieurs jours, je pourrais trouver toutes les preuves dont j'avais besoin. Et alors, eh bien, nous verrions qui était vraiment le diable dans cette histoire. Le lendemain matin, je me suis rencontrée avec Gabriel au centre communautaire Saint-Exupéry. L'endroit était calme à cette heure. Seules quelques dames organisaient des dons de vêtements au fond de la salle. Nous avons choisi une table à l'écart, près de la fenêtre qui donnait sur un petit jardin. « Regarde ceci », lui ai-je dit, en lui passant mon téléphone portable. Les photos que j'avais prises des documents dans le bureau de Thomas remplissèrent l'écran. Gabriel a examiné chaque image avec attention, son visage devenant de plus en plus grave. Lorsqu'il a terminé, il m'a rendu le téléphone et est resté silencieux pendant quelques instants, comme s'il assimilait tout ce qu'il venait de voir. « C'est pire que ce que j'imaginais », a-t-il finalement dit, d'une voix basse et maîtrisée. « Ce n'est pas seulement du détournement d'argent de l'entreprise, maman.
On dirait un schéma complet de blanchiment d'argent, impliquant possiblement d'autres personnes. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. C'était une chose d'imaginer mon fils commettant de petits écarts éthiques, c'en était une tout autre de le voir impliqué dans quelque chose de cette ampleur. « Qu'est-ce que tu vois exactement dans ces documents ?» ai-je demandé, me rendant compte que ma compréhension limitée des finances ne me permettait pas de saisir pleinement la gravité de la situation. Des sociétés écrans, des comptes offshore, des transactions fractionnées pour échapper à la détection. C'est un schéma sophistiqué, a-t-il expliqué. Et regarde les dates, cela se produit depuis au moins 3 ans. 3 ans, exactement le temps que Thomas et Céline étaient remariés. Une coïncidence qui ne semblait pas être une coïncidence. Et il y a plus, a poursuivi Gabriel, se penchant en avant. Tu te souviens de ce directeur de banque qui a été arrêté l'année dernière, René Voisin? Son nom apparaît dans certaines de ces transactions. Je me souvenais vaguement d'avoir lu quelque chose à ce sujet dans le journal local. Un scandale impliquant un directeur de banque accusé de faciliter des transactions illégales. À ce moment-là, cela semblait juste une nouvelle lointaine, sans lien avec ma vie. Penses-tu qu'ils seront découverts? Ai-je demandé, ressentant le poids de cette possibilité. Éventuellement, oui. Ce genre de schéma laisse toujours des traces. La question est de savoir quand et combien de dégâts auront été faits d'ici là. Gabriel a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. Et combien Sébastien souffrira quand cela se produira. La mention de mon petit-fils a fait se serrer mon cœur. Je l'imaginais grandissant avec ses parents en prison, marqué à jamais par le scandale, peut-être même placé dans un foyer d'accueil, s'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Que pouvons-nous faire? Ai-je demandé, sachant déjà qu'il n'y avait pas de réponse simple. Je vais consulter discrètement un ami avocat, sans mentionner de nom. Nous devons mieux comprendre les implications légales, a dit Gabriel. En attendant, continue avec ton plan. Quand vas-tu garder Sébastien? À partir de lundi, je serai 5 jours dans leur appartement. Parfait. Essaie de trouver plus de documents, surtout tout ce qui montre l'implication de Céline. Jusqu'à présent, la plupart des preuves pointent vers Thomas, mais je suis sûre qu'elle est aussi impliquée que lui. J'ai acquiescé, bien que l'idée de continuer à fouiner me mettait encore mal à l'aise. Mais que pouvais-je faire d'autre? Confronter directement Thomas? Aller à la police avec des informations incomplètes? Non. J'avais besoin de plus de preuves. J'avais besoin de comprendre pleinement ce qui se passait avant de prendre une décision. Quand nous nous sommes séparés, Gabriel m'a serré plus fort que d'habitude. « Fais attention, maman », a-t-il dit. « Ne sous-estime pas ce dont ils sont capables. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit tandis que je rentrais chez moi, marchant dans les rues pavées de Beaune. Ne sous-estime pas ce dont ils sont capables. Si Céline m'avait publiquement humiliée dans une église, pendant le baptême de son propre fils, de quoi d'autre serait-elle capable pour protéger ses secrets? Le week-end est passé lentement. Chaque heure semblait s'étirer. J'ai essayé de me distraire avec de petites tâches ménagères. J'ai nettoyé des armoires que je n'avais pas ouvertes depuis des mois. J'ai rangé des livres. J'ai cuisiné pour congeler des plats que je pourrais réchauffer rapidement à mon retour de l'appartement de Thomas. Le dimanche soir, alors que je préparais ma valise pour les 5 jours que je passerais à m'occuper de Sébastien, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Françoise Lambert, mon amie de plusieurs décennies, celle-là même qui avait assisté à mon humiliation à l'église. « Simone, pardonne-moi de t'appeler si tard. » Sa voix semblait inquiète. « Je voulais juste savoir comment tu allais. Je ne t'ai pas vue depuis... depuis ce jour-là. J'ai senti un nœud dans la gorge. Avec tout ce qui se passait, j'avais à peine pensé à l'impact de cet incident sur mes amitiés, ma position dans la communauté. « Je survis, Françoise », ai-je répondu, essayant de paraître plus forte que je ne me sentais. Un jour à la fois, j'ai entendu dire que tu allais t'occuper du petit Sébastien. Est-ce vrai? Ainsi, les gens commentaient déjà. Dans une petite ville comme Beaune, rien ne restait secret très longtemps. Oui, je passerai la semaine dans leur appartement. Céline voyage pour le travail. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Simone? Françoise a hésité. Es-tu sûre que c'est une bonne idée? Après ce qu'elle t'a fait, je ne crois pas qu'elle mérite ton aide. Je ne le fais pas pour elle, ai-je répondu, avec plus de vérité que Françoise ne pouvait l'imaginer. Je le fais pour mon petit-fils. Je comprends. Tu as toujours été comme ça, mettant la famille au-dessus de tout. Une autre pause. Fais juste attention, d'accord? Cette femme, il y a quelque chose chez elle qui ne me semble pas juste.
Après avoir raccroché, je suis restée à réfléchir aux paroles de Françoise. Elle a toujours eu un sixième sens pour les gens, une intuition qui se trompait rarement. Si même elle, qui n'avait interagi que brièvement avec Céline lors d'événements sociaux, sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait, peut-être ne faisions-nous qu'effleurer la surface du problème. Le lundi matin, je suis arrivée au Clos de Bourgogne avec ma petite valise. Céline était en train de finir de se préparer, courant d'un côté à l'autre de l'appartement, donnant des instructions précipitées sur la routine de Sébastien. Son pédiatre est le docteur Bonnet. Le numéro est sur le réfrigérateur. Il ne mange que des purées bio. Il y a des réserves dans le placard de la cuisine. Pas de sucre, pas de farine blanche, pas de... Céline, ai-je interrompu doucement. J'ai élevé 2 fils en bonne santé. Je sais comment prendre soin d'un bébé. Elle s'est arrêtée un moment, comme si elle se rappelait à qui elle parlait. Un éclair d'irritation a traversé ses yeux, rapidement remplacé par un masque de politesse forcée. Bien sûr, Madame Leroux, c'est juste que Sébastien a une routine très spécifique, et je la respecterai, ai-je assuré. Tu peux voyager tranquille. Thomas est arrivé peu après, venant de la chambre avec la valise de son épouse. J'ai remarqué comment il évitait de me regarder directement dans les yeux, une habitude qu'il avait développée depuis l'incident à l'église. « Merci de faire cela, maman », a-t-il dit, plaçant la valise près de la porte. « Je sais que c'est un grand service. C'est mon petit-fils, Thomas. Ce n'est pas un service. » Ils sont partis ensemble. Thomas devait conduire Céline à l'aéroport avant d'aller au travail. Au dernier moment, elle s'est tournée vers moi. « Ah, et s'il vous plaît, n'entrez pas dans le bureau. Nous avons des documents de travail importants là-bas. »« Ne t'inquiète pas, » ai-je répondu, avec le sourire le plus innocent que je pouvais produire. Je n'ai aucune raison d'y aller. Quand la porte s'est refermée, je me suis retrouvée seule dans l'appartement avec Sébastien, qui dormait encore dans son berceau. J'ai marché lentement dans le salon, observant d'un œil neuf les signes de richesse que j'avais auparavant remarqués seulement superficiellement. Les tableaux coûteux, les sculptures, les objets design, tout criait l'argent, beaucoup plus d'argent qu'un comptable, et une administratrice ordinaire ne pourrait honnêtement gagner. Les 2 premiers jours, je me suis concentrée uniquement sur les soins de Sébastien. Je voulais établir une routine, m'assurer qu'il se sente en sécurité et heureux avec moi. C'étaient des moments précieux qui compensaient tout le reste. Ses rires quand je lui faisais des grimaces, la façon dont ses petits doigts agrippaient mes boucles d'oreilles en argent, la chaleur de son petit corps quand il s'endormait dans mes bras. Le soir, après qu'il se soit endormi, Thomas rentrait du travail, généralement tard. Nous mangions ensemble le repas que j'avais préparé, discutant de sujets superficiels. Il demandait des nouvelles de Sébastien, je racontais les petits événements de la journée. C'était presque comme si nous étions une famille normale, sans secret, sans trahison, sans plan criminel. Le 3e jour, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai attendu que Sébastien fasse sa sieste de l'après-midi, plus longue et plus profonde que celle du matin. J'ai placé le babyphone près du berceau et j'ai emporté le récepteur avec moi. Puis, délicatement, j'ai ouvert la porte du bureau. Cette fois, j'ai été plus méthodique dans ma recherche. J'ai examiné chaque tiroir, chaque dossier, photographiant systématiquement les documents qui semblaient importants. Sur l'ordinateur, toujours verrouillé par un mot de passe, j'ai remarqué une note adhésive cachée sous le clavier. Dessus, une séquence de chiffres et de lettres qui semblait être un mot de passe. J'ai hésité. Envahir l'ordinateur était un pas de plus par rapport à ce que j'avais déjà fait. Mais alors je me suis souvenu du visage de Céline à l'église, me pointant du doigt, m'appelant diable. Je me suis souvenu du silence de Thomas, de l'humiliation, des larmes que j'avais versées seule sur ce banc de la place. J'ai saisi le mot de passe. L'ordinateur s'est déverrouillé. Ce que j'ai trouvé dans les fichiers dépassait mes pires attentes. Ce n'étaient pas seulement des registres de transactions illégales, mais des courriels échangés entre Thomas et plusieurs complices, y compris ce fameux directeur de banque qui avait été arrêté. Et plus choquant encore, j'ai trouvé une correspondance entre Céline et un homme nommé Charles Mercier, apparemment basé à l'étranger, coordonnant des transferts internationaux. Dans l'un des courriels, Céline écrivait avec une froideur qui m'a glacé le sang. « Nous devons accélérer les transferts. La situation avec TL devient compliquée. » TL, Thomas Leroux, mon fils, sa propre épouse, le traitait comme une pièce sur l'échiquier, un problème à gérer.
J'ai transféré les courriels les plus compromettants sur une clé USB que Gabriel m'avait donnée, toujours prévoyant. J'avais à peine terminé quand j'ai entendu un bruit dans le récepteur du babyphone. Sébastien se réveillait. J'ai rapidement fermé tous les fichiers, éteint l'ordinateur et tout remis en place. Ce soir-là, quand Thomas est rentré, j'ai remarqué quelque chose de différent chez lui. Il était encore plus tendu, distrait. Il a à peine touché à la nourriture que j'avais préparée. Un problème au travail? Ai-je demandé avec désinvolture, en lui servant un peu plus de jus. Il a levé les yeux, comme s'il avait oublié que j'étais là. Non, rien d'important. Juste un audit qui approche. Un audit. Est-ce que le système était sur le point d'être découvert? Était-ce pour cela que Céline avait voyagé pour le travail justement cette semaine-là? Après le dîner, Thomas a reçu un appel. Il a parlé brièvement, à voix basse, et a dit qu'il devait sortir. Une urgence au travail, a-t-il expliqué, prenant déjà sa veste. Je reviendrai dès que possible. Je suis restée seule à nouveau avec Sébastien, qui dormait déjà profondément dans sa chambre. J'ai décidé de profiter de l'occasion pour jeter un dernier coup d'œil au bureau, vérifier si j'avais laissé des traces de ma présence. C'est alors que j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je me suis figée. Il était trop tôt pour que Thomas soit de retour. « Thomas, c'est toi ?» ai-je appelé, sortant rapidement du bureau. À ma grande surprise, ce n'était pas mon fils qui était entré, mais Céline. Elle semblait surprise de me voir là, debout, au milieu du couloir. « Madame Leroux, je pensais que vous seriez avec Sébastien. »« Il dort ?» ai-je répondu, essayant de garder une voix calme. Thomas est sorti il y a quelques minutes. Une urgence au travail. Céline a froncé les sourcils. Une urgence? Comme c'est étrange, il ne m'a rien dit. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Elle a regardé vers le couloir derrière moi en direction du bureau. « Que faisiez-vous » a-t-elle demandé, sa voix prenant un ton tranchant. « J'allais aux toilettes » ai-je menti, indiquant la porte à côté du bureau. Sébastien dort si bien que j'en ai profité pour utiliser les toilettes ici plutôt que celles de sa chambre. Elle m'a étudié un moment, ses yeux parcourant mon visage comme si elle cherchait des signes de mensonge. « Je croyais que votre voyage devait durer 5 jours » ai-je commenté, essayant de détourner la conversation. « Changement de plan » a-t-elle répondu sèchement. « Le client a annulé la réunion de demain, alors je suis revenue plus tôt. » Encore un mensonge. Il n'y avait pas de réunion, pas de client, juste Charles Mercier et des transferts illégaux qui devaient être accélérés. « Quel dommage » ai-je dit, forçant de la sympathie dans ma voix. « Bon, maintenant que tu es à la maison, j'imagine que vous n'avez plus besoin de moi. Je peux rassembler mes affaires et partir demain. »« Non » a-t-elle répondu rapidement, me surprenant. « Nous avons convenu de 5 jours, n'est-ce pas? Thomas et moi avons encore beaucoup de travail. Ce serait utile si vous pouviez rester avec Sébastien comme prévu. Il voulait me garder proche, sous surveillance. Ou peut-être avait-il vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper de Sébastien pendant qu'ils finalisaient leurs affaires troubles. Bien sûr, ai-je accepté. Comme vous voulez. » Elle a souri, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Excellent. Je suis épuisée par le voyage. Je vais prendre un bain et me coucher un peu. Quand elle s'est éloignée vers la chambre principale, j'ai senti mon téléphone portable vibrer dans ma poche. C'était un message de Gabriel. « Nous devons parler. Urgent. » J'ai rapidement répondu. « Céline est revenue. Quelque chose se passe. » Les 2 jours suivants ont été un exercice d'équilibre précaire. Céline était constamment présente dans l'appartement, toujours près, toujours vigilante. Thomas continuait à partir tôt et à rentrer tard, chaque jour plus tendu et distrait. Tous deux recevaient des appels, qu'ils prenaient à voix basse, s'éloignant pour parler. Le matin du 5e jour, mon dernier jour là-bas conformément à ce qui avait été convenu, Céline m'a surprise avec une proposition. « Madame Leroux, Thomas et moi pensions, puisque vous et Sébastien vous entendez si bien, peut-être pourrions-nous faire un arrangement plus permanent. Vous pourriez venir 3 fois par semaine, vous occuper de lui pendant que nous travaillons. » Le ton était amical, mais il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux. Ce n'était pas une offre sincère de rapprochement familial, mais une façon de me garder sous contrôle, de s'assurer que je ne causerais pas de problème. « Ce serait merveilleux » ai-je répondu, cachant ma méfiance. « J'ai toujours voulu passer plus de temps avec mon petit-fils. »« Excellent » a-t-elle dit avec ce même faux sourire. « Nous pouvons commencer la semaine prochaine. » Quand je suis finalement rentrée chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Gabriel qui m'attendait.
Il avait utilisé la clé de rechange qu'il avait toujours eue. « Qu'as-tu découvert » a-t-il demandé dès que je suis entrée, sans perdre de temps en salutations. J'ai montré la clé USB, relaté les conversations, les courriels, le retour inattendu de Céline, l'attention croissante de Thomas. Quelque chose d'important se prépare, ai-je conclu. Je crois qu'ils sont sur le point de faire un mouvement décisif. Gabriel a connecté la clé USB à son ordinateur portable, examinant rapidement les fichiers. « C'est incroyable », a-t-il murmuré, parcourant documents et courriels. « Ils ont construit un véritable réseau de blanchiment d'argent. Et regarde ça, il y a des références à une phase finale prévue dans 2 semaines. Que peut ce être? Je ne suis pas sûre, mais d'après le contexte, il semble qu'il prévoie de transférer une grande quantité d'argent hors du pays, possiblement pour disparaître après. L'implication m'a frappée de plein fouet. Tu crois qu'il prévoit de s'enfuir? Avec Sébastien? Gabriel a sombrement acquiescé. C'est une possibilité que nous ne pouvons pas ignorer. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. L'idée de perdre mon petit-fils, de ne plus jamais le revoir, était insupportable. Que faisons-nous maintenant? Gabriel a fermé l'ordinateur portable, son visage déterminé. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai une idée qui pourrait fonctionner. C'est alors qu'il m'a exposé son plan. Un plan risqué, audacieux, qui pourrait à la fois sauver Sébastien et détruire complètement Thomas et Céline. Un plan qui exigerait du courage, de la ruse et la volonté de franchir des limites que je n'avais jamais imaginé franchir. « Es-tu prête à faire cela, maman ?» a demandé Gabriel, ses yeux fixés sur les miens. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à l'humiliation dans l'église, aux mensonges, à la trahison. J'ai pensé à Sébastien, innocent au milieu de tout cela. Et j'ai pensé à la femme que j'avais été toute ma vie, honnête, droite, toujours prête à pardonner. Cette femme n'existait plus. Elle était morte dans cette église quand les mots « Sortez d'ici, diable » avaient été prononcés. « Oui », ai-je répondu, avec une fermeté qui nous a surpris tous les deux. Je suis prête à faire n'importe quoi pour protéger mon petit-fils et rendre justice. C'est ainsi que nous avons commencé à planifier notre propre opération. Une opération qui culminerait 2 semaines plus tard, lors de l'anniversaire de mariage de Thomas et Céline, quand tous les impliqués seraient réunis pour une célébration qui se transformerait en quelque chose de très différent de ce qu'ils attendaient. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités soigneusement orchestrées. Chaque mouvement devait être calculé, chaque mot mesuré. Gabriel et moi nous rencontrions presque quotidiennement, généralement au centre communautaire Saint-Exupéry ou sur la place de la Halle, des lieux publics où nous n'éveillerions pas de soupçons. À chaque rencontre, nous affinions notre plan, ajustant les détails, anticipant les complications possibles. Le plus important est d'obtenir toutes les preuves nécessaires avant qu'ils ne se rendent compte de ce que nous faisons, expliquait Gabriel, tandis que nous prenions un café dans la petite brasserie de la place. Une fois qu'ils se douteront de quelque chose, tout se complique. J'ai continué ma routine de m'occuper de Sébastien 3 fois par semaine. Maintenant la façade de grand-mère dévouée qui avait finalement trouvé sa place dans la famille. Thomas et Céline semblaient satisfaits de l'arrangement, principalement parce qu'il leur donnait plus de liberté pour mener leurs affaires douteuses sans la préoccupation constante du bébé. Lors d'un de ces après-midi, pendant que je gardais Sébastien, j'ai reçu une visite inattendue. La sonnette a retenti et en ouvrant la porte, je me suis retrouvée face à face avec Sylvie Moreau, la mère de Céline. « Madame Leroux » a-t-elle dit, avec ce sourire faux que sa fille avait clairement hérité. « Céline m'a dit que vous étiez ici avec le petit. J'ai pensé passer voir mon petit-fils. Je l'ai laissé entrer, dissimulant ma surprise et mon malaise. Sylvie s'était toujours assurée de faire comprendre qu'elle se considérait comme la grand-mère principale de Sébastien, comme si c'était une compétition. Au baptême, elle et son mari Jacques affichèrent des sourires mal dissimulés lorsque Céline m'avait humiliée. « Sébastien va très bien », ai-je commenté, la conduisant au salon. « Nous venons juste de déjeuner et maintenant, nous jouons un peu avant sa sieste. » Sylvie s'est assise sur le canapé coûteux, regardant autour d'elle avec cet air d'approbation qui m'a toujours irritée, comme si la valeur d'une famille pouvait se mesurer aux meubles design ou aux œuvres d'art accrochées au mur. « C'est une surprise de vous voir ici, vous savez », a-t-elle commenté, tout en observant Sébastien jouer. « Après cet incident au baptême, je pensais que vous resteriez à l'écart. »
Sébastien est mon petit-fils, ai-je simplement répondu. Je ne cesserai pas de l'aimer à cause d'un désaccord. Sylvie a arqué un sourcil parfaitement dessiné. Un désaccord, c'est une façon généreuse de décrire ce qui s'est passé. J'ai maintenu mon expression neutre, bien qu'intérieurement mon sang bouillonnait. Je préfère regarder vers l'avenir, Sylvie. Le passé reste dans le passé. Elle m'a étudié un moment, comme si elle essayait de découvrir mes véritables intentions. Puis, comme si elle décidait de changer de sujet, elle s'est penchée pour jouer avec Sébastien. « Saviez-vous que Thomas et Céline prévoient un voyage à l'étranger » a-t-elle commenté nonchalamment. « Je crois qu'ils vont aux Caraïbes ou quelque chose comme ça. Une retraite familiale, selon Céline. » J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Alors Gabriel avait raison. Il prévoyait vraiment de quitter le pays, probablement pour ne jamais revenir. « Non, je ne le savais pas », ai-je répondu, essayant de paraître désintéressé. « Quand compte-t-il partir ?»« Dans 2 semaines, juste après la fête de leur anniversaire de mariage », a-t-elle répondu, ajustant son chemisier de marque. Céline est tellement excitée. Elle a dit qu'ils avaient acheté une belle propriété là-bas. J'imagine qu'ils y resteront assez longtemps. Une propriété à l'étranger, une autre confirmation de la destination de l'argent détourné. J'ai senti un nœud à l'estomac en pensant à Sébastien étant emmené au loin, grandissant dans un autre pays, peut-être ne revenant jamais en France. « Et vous, Madame Leroux, des projets pour l'avenir ?» a demandé Sylvie, interrompant mes pensées. « Juste continuer ma vie tranquille ?» ai-je répondu, forçant un sourire. « Quand on arrive à mon âge, les jours simples sont les plus précieux. » Sylvie est restée une demi-heure de plus, posant des questions apparemment innocentes qui, j'ai réalisé plus tard, étaient des tentatives de découvrir combien j'en savais sur les plans de sa fille. Quand elle est finalement partie, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si j'avais subi un interrogatoire déguisé. Dès que Sébastien s'est endormi pour sa sieste, j'ai appelé Gabriel. « Ils vont vraiment s'enfuir », ai-je chuchoté au téléphone, craignant que d'une façon ou d'une autre, ils puissent m'entendre. La mère de Céline vient de le confirmer, 2 semaines, juste après la fête d'anniversaire. « Alors nous avons moins de temps que nous ne le pensions », a-t-il répondu, avec une inquiétude évidente dans sa voix. « Nous devons accélérer nos plans. » Au fil des jours, nous avons reçu ce qui semblait être un geste de rapprochement de la part de Thomas et Céline. Une invitation formelle pour leur fête d'anniversaire de mariage. « Ce serait un honneur de compter sur ta présence, maman », a dit Thomas en me remettant l'invitation en personne, lors d'une de mes visites pour garder Sébastien. « Nous voulons célébrer avec les personnes les plus importantes de nos vies. » J'ai souri, acceptant l'élégante enveloppe. « Je ne manquerai cela pour rien au monde, mon fils. » L'invitation mentionnait que la fête se tiendrait au domaine Les Échezeaux, une propriété rurale en dehors de Beaune appartenant à la famille de Céline. Un lieu isolé, loin des regards indiscrets. Parfait pour nous, ironiquement. Tandis que les jours passaient et que la date de la fête approchait, Gabriel et moi finalisions chaque détail de notre plan. Il avait consulté discrètement un ami avocat et contacté un journaliste de confiance qui travaillait pour le principal journal de Beaune. Il avait également obtenu l'aide d'un technicien informatique qui nous assura que nous pourrions accéder au système audiovisuel du domaine sans problème. Le timing est crucial, a expliqué Gabriel lors de notre dernière rencontre avant la fête. Quand tous seront réunis, y compris les associés et collègues de travail, nous ferons la révélation. L'impact sera maximisé par la présence de témoins. La veille de la fête, alors que je me préparais à me coucher, j'ai ressenti un poids énorme sur mes épaules. J'étais sur le point d'exposer publiquement mon propre fils comme un criminel, détruire sa réputation, son mariage, possiblement l'envoyer en prison. Quelle sorte de mère fait cela? Assise au bord du lit, j'ai regardé la photo d'Henri sur la table de chevet. « Que ferais-tu, mon amour ?» ai-je demandé à l'image silencieuse. Henri avait toujours été un homme intègre, honnête jusqu'à la moelle. Il avait travaillé dur toute sa vie, construisant notre petite maison brique par brique, élevant nos fils avec des valeurs solides. « Où nous sommes-nous trompés avec Thomas ?» ai-je murmuré, sentant des larmes chaudes couler sur mon visage. Comment est-il devenu cela? Il n'y avait pas de réponse, bien sûr. Seulement le silence de la maison vide et la certitude que, indépendamment de l'amour que je ressentais pour mon fils, je ne pouvais pas lui permettre de continuer sur cette voie, pour Sébastien, pour la justice et d'une certaine façon, pour Thomas lui-même. Le matin de la fête, je me suis réveillée tôt,
Après une nuit de sommeil agité, j'ai soigneusement choisi ma tenue. Un ensemble élégant bleu marine qu'Henri avait toujours aimé. Mes boucles d'oreilles en argent, la broche en forme d'ange. Je voulais être impeccable pour ce qui allait suivre. Gabriel est passé me chercher ponctuellement à 6 heures du soir. Dans la voiture, pendant le trajet jusqu'au domaine Les Échezeaux, nous avons repassé chaque étape du plan une fois de plus. Tout est prêt, a-t-il assuré. Marc, le technicien, a déjà installé l'équipement nécessaire. Paul, le journaliste, arrivera comme invité. J'ai dit à Thomas que c'était un cousin éloigné à moi. Et Maître Beaumont, l'avocat, sera prêt au cas où nous aurions besoin d'une intervention juridique immédiate. J'ai acquiescé, sentant mon cœur s'accélérer à mesure que nous approchions du domaine. Le chemin sinueux qui menait à la propriété était bordé d'arbres centenaires, créant un tunnel vert qui, dans un autre contexte, aurait été magnifique, accueillant. Aujourd'hui, il ressemblait au chemin vers une bataille inévitable. « Et Sébastien ?» ai-je demandé, l'inquiétude pour mon petit-fils jamais loin de mes pensées. « Françoise est prête à l'emmener chez elle dès que la confrontation commencera, » a répondu Gabriel. « Nous lui avons déjà parlé. Elle ne connaît pas tous les détails, mais elle comprend la gravité de la situation et a accepté d'aider. Nous sommes arrivés au domaine peu après 7 heures. L'endroit était magnifiquement décoré, des lumières délicates pendaient aux arbres, des tables élégamment arrangées étaient dispersées sur la pelouse bien entretenue. Une petite scène avait été montée dans un coin, probablement pour des discours et des présentations. Céline est venue nous accueillir, éblouissante dans une robe rouge qui a sûrement coûté une petite fortune. Son faux sourire était en place, plus large et plus brillant que jamais. « Madame Leroux, quelle joie que vous soyez venue !» s'est-elle exclamée, m'embrassant sur la joue comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Et Gabriel aussi. Quelle merveilleuse surprise! Je ne manquerai votre célébration pour rien au monde, ai-je répondu, rendant son faux sourire par un autre tout aussi insincère. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'observais attentivement les invités. Je reconnaissais plusieurs collègues de travail de Thomas et Céline, notamment celui qui semblait être le propriétaire de la Société financière du Rhône, un homme aux cheveux grisonnants qui conversait avec animation avec d'autres cadres. Les parents de Céline circulaient parmi les invités, visiblement fiers du statut social que leur fille avait atteint. Et dans un coin plus isolé, j'aperçus Françoise avec Sébastien dans les bras, le distrayant avec un jouet coloré. Thomas semblait nerveux, vérifiant constamment sa montre et échangeant des regards significatifs avec Céline, probablement impatient que la fête se termine rapidement pour qu'ils puissent poursuivre leur plan de fuite. Vers 9 heures, alors que tous avaient dîné et que l'ambiance était animée, Céline est montée sur la petite scène et a demandé l'attention de tous. « Chers amis et familles », a-t-elle commencé, sa voix mélodieuse résonnant dans les haut-parleurs. « Thomas et moi sommes immensément heureux de partager ce moment avec vous. 3 années d'un merveilleux mariage, béni par l'arrivée de notre petit Sébastien. » Pendant qu'elle parlait, Gabriel m'a fait un signe discret. C'était l'heure. Le cœur battant la chamade, je me suis dirigé lentement vers le fond de la salle, où Marc, le technicien, attendait près de l'équipement audio et vidéo. « Tout est prêt ?» ai-je chuchoté. Il a acquiescé. « Quand vous voulez, Madame Leroux. » Céline poursuivait son discours, invitant maintenant Thomas à la rejoindre sur scène. « Avant toute chose, a-t-elle dit, tenant la main de mon fils, nous avons une annonce spéciale à faire. Thomas et moi avons décidé d'élargir nos horizons. Nous embarquerons bientôt pour une nouvelle aventure à l'étranger. » Des murmures de surprise et de félicitations ont parcouru l'assistance. C'était maintenant ou jamais. J'ai fait un signe à Marc qui a immédiatement activé le système. Les douces lumières de la salle ont diminué et l'écran derrière Céline et Thomas s'est allumé. Au lieu des photos romantiques du couple qui auraient dû être projetées, sont apparus les documents que nous avions recueillis. Relevés bancaires, courriels compromettants, photos des passeports falsifiés. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les yeux alternaient entre les images à l'écran et le couple sur scène, qui semblait aussi surpris que le reste des invités. C'est à ce moment-là que je suis montée sur scène, marchant lentement, sentant le poids de chaque pas. Céline était pâle, les lèvres tremblantes. Thomas semblait avoir vu un fantôme, les yeux écarquillés fixés sur moi. « Que signifie ceci ?» a balbutié Céline. J'ai pris le microphone qu'elle tenait mollement. « Cela signifie la vérité.
ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. La vérité sur l'argent détourné de la Société financière du Rhône, sur les comptes offshore, sur les plans de fuite du pays avec le produit du crime. Les murmures ont augmenté, maintenant sur un ton d'alarme et d'indignation. J'ai vu le propriétaire de l'entreprise se lever brusquement, le visage rouge de colère. Les parents de Céline semblaient pétrifiés à leur place. « Maman » a commencé Thomas, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est un malentendu. » « Un malentendu » ai-je répété, tandis que sur l'écran continuaient à défiler les preuves irréfutables. Comme c'était un malentendu quand ton épouse m'a traité de diable devant toute l'église, comme c'était un malentendu quand vous avez prévu de m'éloigner de Sébastien pour toujours, en l'emmenant dans un autre pays. Céline a tenté de récupérer le microphone, mais je l'ai fermement gardé dans mes mains. Je vous ai respecté, ai-je continué, regardant directement les invités consternés. J'ai respecté les règles que vous avez imposées, j'ai accepté le traitement humiliant, tout pour le bien de mon petit-fils. Mais je ne peux pas rester silencieuse en sachant que vous êtes sur le point de fuir avec de l'argent volé, entraînant une créature innocente dans une vie de mensonge. Le propriétaire de la Société financière du Rhône était maintenant près de la scène, accompagné de 2 hommes qui semblaient être des agents de sécurité. « Tout est vrai ?» a-t-il demandé, s'adressant à Thomas, la voix tremblante de rage. « Toi et ton épouse avez détourné des fonds de mon entreprise ?» Thomas semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières minutes. « Monsieur Beaufort, je peux expliquer ?»« Il n'y a pas d'explication pour ceci », a tonné l'homme d'affaires, pointant l'écran où apparaissaient maintenant les détails des transactions frauduleuses. « C'est du vol pur et simple. » Céline, toujours calculatrice, a tenté un dernier coup. « Cette femme invente tout cela » a-t-elle crié, me pointant du doigt exactement comme elle l'avait fait à l'église. Elle n'a jamais accepté notre mariage. Elle ne m'a jamais aimé. Elle vous manipule, vous ne voyez pas. C'est une vieille femme amère, essayant de détruire notre bonheur. C'est alors que Gabriel est monté sur scène, amenant avec lui le journaliste et l'avocat. Les preuves parlent d'elles-mêmes, a-t-il dit calmement. Nous avons des copies de tout, documents, courriels, les passeports falsifiés, prêts pour la fuite prévue. Le chaos s'était installé. Certains invités partaient déjà précipitamment, ne voulant pas être associés au scandale. Les parents de Céline tentaient d'approcher leur fille, mais étaient arrêtés par les gardes de l'entreprise. Et au fond de la salle, j'ai vu Françoise discrètement sortir avec Sébastien dans les bras, comme prévu. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Monsieur Beaufort s'est éclairci la gorge et le silence est revenu progressivement. « Je dois avouer quelque chose », a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle. « Madame Leroux, nous étions déjà au courant. » Un murmure de surprise a parcouru l'assemblée et j'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. « Au courant ?» a répété Gabriel, aussi surpris que moi. « Nous surveillons Céline Moreau depuis plus d'1 an, a poursuivi Monsieur Beaufort. Nous savions qu'elle opérait pour un réseau criminel bien plus vaste que ce que vous imaginez. » Il a fait un signe et 2 hommes en costume sombre sont entrés dans la salle. Inspecteur Moreau, brigade financière, s'est présenté l'un d'eux, montrant sa carte de police. Nous enquêtons sur un réseau international de blanchiment d'argent depuis 3 ans. Madame Moreau n'est qu'un maillon de la chaîne, mais un maillon important. Céline a pâli davantage, si c'était possible. Thomas semblait complètement perdu, regardant tour à tour sa femme, les policiers et moi. « Vous le saviez ?» a-t-il balbutié, s'adressant à sa femme. « Thomas, ne dis rien » a sifflé Céline, mais il était trop tard. Elle savait parfaitement, a confirmé l'inspecteur. « En fait, monsieur Leroux, nous avons des raisons de croire que votre épouse vous a manipulé depuis le début. Vous êtes une victime autant qu'un complice. » Une autre révélation qui m'a frappé comme un coup physique. Mon fils avait été manipulé? Il n'était pas l'instigateur, mais un pion dans un jeu bien plus grand? Il y a plus, a ajouté l'inspecteur, s'adressant maintenant à moi. L'enveloppe que vous avez trouvée dans l'église, elle n'est pas tombée par hasard. Elle a été délibérément placée pour que vous la trouviez. Père Antoine, ai-je murmuré, me souvenant du prêtre et de son expression de profond regret le jour du baptême. Oui, a confirmé l'inspecteur. Il travaille avec nous depuis des mois. Nous avions besoin d'un moyen de vous faire entrer dans la confidence sans éveiller les soupçons de Madame Moreau. Elle vous surveillait étroitement, sachant que vous représentiez un danger potentiel pour ses plans. La pièce semblait tourner autour de moi. Tout ce que j'avais cru découvrir par moi-même
avait été soigneusement orchestrée. J'avais été un pion, tout comme mon fils. « Et Françoise ?» a demandé Gabrielle, exprimant la question qui me brûlait les lèvres. « Madame Lambert était notre informatrice depuis le début », a expliqué l'inspecteur avec un léger sourire. « C'est elle qui nous a alertés il y a 1 an, après avoir remarqué des incohérences lors d'un dîner familial. Votre amie a un œil très aiguisé, Madame Leroux. » Je me suis assise, mes jambes ne me portant plus. Françoise, mon amie de 4 décennies, travaillait avec la police depuis 1 an et ne m'avait rien dit. Pour me protéger sans doute, mais tout de même. Thomas s'est approché de moi, ignorant les avertissements des policiers. Il s'est agenouillé devant moi, ses yeux remplis de larmes. « Je suis tellement désolé, maman, » a-t-il murmuré. « J'ai été aveuglé par l'amour, par l'ambition. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais vraiment. Et quand je l'ai découvert, il était trop tard. Elle menaçait de m'éloigner de Sébastien si je ne coopérais pas. « C'est pour ça que tu n'as rien dit à l'église ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. Il a acquiescé, la honte évidente sur son visage. J'étais terrifiée qu'elle mette ses menaces à exécution. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne voyais pas d'issue. Céline était maintenant entourée de policiers, menottée. Elle ne regardait personne, son visage figé dans une expression de froide défaite. « Que va-t-il se passer maintenant ?» ai-je demandé à l'inspecteur. « Madame Moreau sera inculpée pour fraude financière, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle, » a-t-il répondu. « Quant à votre fils, cela dépendra de son degré de coopération et des circonstances atténuantes. Mais je dois vous prévenir, il devra probablement faire face à des accusations, même moins graves. » J'ai serré la main de Thomas, sentant un mélange de douleur et de soulagement. Mon fils n'était pas le monstre que j'avais imaginé, mais il avait tout de même fait des choix qui avaient des conséquences. Les invités partaient maintenant en masse, commentant avec animation les événements extraordinaires de la soirée. Sylvie et Jacques Moreau avaient été emmenés pour interrogatoire, bien que leur implication n'était pas encore claire. M. Beaufort discutait avec son équipe juridique, visiblement secoué par l'ampleur de la fraude qui s'était déroulée sous son nez. Gabrielle est venue à mes côtés, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Je vais aller chez Françoise, m'assurer que Sébastien va bien, » a-t-il dit doucement. « Tu veux venir ou tu préfères rester avec Thomas un moment ? Va chercher Sébastien, » ai-je répondu. « Je te rejoindrai plus tard. » Quand tout le monde fut parti, il ne restait que Thomas et moi, assis dans la grande salle maintenant vide du domaine Les Échezeaux. Les techniciens de la police travaillaient en arrière-plan, collectant des preuves, mais nous avions trouvé un coin tranquille. « Comment as-tu pu te laisser entraîner dans tout ça ?» ai-je finalement demandé, la question qui me tourmentait depuis des semaines. Thomas a soupiré, passant ses mains sur son visage fatigué. « Ça a commencé si innocemment, » a-t-il dit, la voix brisée. « De petites faveurs pour Céline, des transactions douteuses que je pensais être simplement de l'optimisation fiscale, puis peu à peu, j'ai commencé à comprendre que c'était plus grave. Mais à ce moment-là, j'étais déjà impliquée. Et puis Sébastien est arrivé. Il a levé les yeux vers moi, son regard implorant la compréhension. J'ai essayé de me retirer plusieurs fois. Chaque fois, Céline me rappelait que j'étais aussi coupable qu'elle, que je perdrais tout. Mon travail, ma liberté et surtout, mon fils. Elle avait tout documenté pour que je paraisse être le principal responsable. Le jour du baptême, ai-je commencé. Elle paniquait, a expliqué Thomas. Un de leurs contacts importants avait été arrêté la veille. Elle était convaincue que c'était le début de la fin, que quelqu'un allait parler. Quand elle t'a vu approcher, elle a pensé que tu savais quelque chose, que peut-être tu allais dire quelque chose devant tout le monde. Alors elle m'a traité de diable, ai-je murmuré. Je n'ai jamais été aussi honteux de ma vie que ce jour-là, a admis Thomas, les larmes coulant maintenant librement. Te voir partir, la tête haute malgré l'humiliation. J'aurais dû te défendre, maman. J'aurais dû me lever et dire quelque chose, mais j'étais paralysée par la peur. Un policier s'est approché, indiquant qu'il était temps d'emmener Thomas. Il s'est levé, résigné. « Je comprends si tu ne peux pas me pardonner, » a-t-il dit. « Mais s'il te plaît, prends soin de Sébastien. Ne le laisse pas payer pour mes erreurs. » Je me suis levée à mon tour, prenant son visage entre mes mains. « Je serai toujours là pour toi, Thomas. Tu es mon fils, quoi que tu aies fait, et je protégerai Sébastien jusqu'à mon dernier souffle. » Il a été emmené, et je suis restée seule un moment dans la grande salle.
essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Puis, lentement, j'ai marché vers la sortie, vers ma nouvelle vie. 2 ans ont passé depuis cette nuit au domaine Les Échezeaux. Céline a été condamnée à 8 ans de prison, sans possibilité de régime de semi-liberté pendant les 2 premières années, en raison de son rôle central dans le réseau et de son refus de coopérer pleinement avec l'enquête. Thomas, en revanche, a reçu une peine de 4 ans, avec possibilité de passer au régime de semi-liberté après 18 mois, grâce à sa coopération totale avec les autorités et aux circonstances atténuantes reconnues par le tribunal. Je vis maintenant dans ma petite maison de la rue des Vignerons avec Sébastien. À 5 ans, c'est un petit garçon vif et curieux qui pose de plus en plus de questions sur ses parents. Je lui raconte des histoires sur son père, sur les bons moments, sur l'homme qu'il était avant de prendre de mauvaises décisions. De Céline, je parle peu, attendant qu'il soit plus âgé pour comprendre la complexité de cette histoire. Thomas lit beaucoup en prison. Je lui apporte régulièrement des livres, ceux qu'Henri aimait tant, Camus, Hugo, Saint-Exupéry. Il dit qu'il commence enfin à comprendre les valeurs que son père essayait de lui transmettre. Il donne des cours de français aux autres détenus, une façon de se racheter, de donner quelque chose en retour. Françoise est devenue une présence constante dans notre vie. Après des explications difficiles et quelques mois de distance, nous avons reconstruit notre amitié sur des bases plus solides. Elle m'a expliqué comment elle s'était retrouvée impliquée dans l'enquête, comment elle avait dû garder le secret pour protéger l'opération, et surtout pour me protéger moi. Étonnamment, Sylvie et Jacques Moreau font maintenant partie de notre vie aussi. Innocentés de toute implication dans les activités criminelles de leur fille, ils ont été profondément humiliés par le scandale. Ils viennent voir Sébastien régulièrement, apportant des cadeaux modestes, très différents du luxe ostentatoire qu'ils affichaient auparavant. Il y a une humilité nouvelle chez eux, une reconnaissance silencieuse des erreurs commises dans l'éducation de leur fille. Quant à moi, j'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible. La bibliothécaire discrète est devenue une femme forte qui n'a plus peur de se tenir debout, qui n'accepte plus l'inacceptable. Je participe maintenant à un groupe de soutien pour les familles touchées par la criminalité financière, partageant mon expérience, aidant d'autres à traverser ce que j'ai vécu. Ce soir, alors que Sébastien dort paisiblement dans la chambre qui était autrefois celle de son père, je repense au chemin parcouru, à ces mots cruels prononcés dans une église qui, au lieu de me détruire, m'ont obligé à trouver une force que je ne soupçonnais pas. J'ai pris une profonde respiration ce jour-là et j'ai continué à respirer, à avancer, même quand chaque pas semblait impossible. Et c'est peut-être cela, la plus grande leçon de toute cette histoire, que parfois, les moments qui semblent nous briser sont exactement ceux qui nous permettent de découvrir qui nous sommes vraiment. Je ne suis plus le diable que Céline a désigné ce jour-là. Je ne suis pas non plus la femme effacée que j'étais avant. Je suis simplement Simone Leroux, une grand-mère qui a fait ce qu'elle devait faire pour protéger ceux qu'elle aime, pour défendre la vérité, même quand cette vérité faisait mal. Et si vous aussi vous traversez des moments où vous vous sentez impuissant, où les fondations même de votre vie semblent s'effondrer, rappelez-vous mon histoire. Rappelez-vous qu'il y a une force en vous que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. Une force qui attend juste le bon moment, ou peut-être le pire moment, pour se révéler. Si mon témoignage vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à Souvenirs de grand-mère et à laisser un commentaire. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à ma place, si vous approuvez mes décisions, si vous avez vécu des situations similaires où vous avez dû choisir entre la loyauté familiale et la vérité. Chaque histoire partagée est un pont tendu vers quelqu'un d'autre qui se sent peut-être aussi perdu que je l'étais. Réaliser cette vidéo n'a pas été facile. Revivre chaque moment de ce parcours douloureux, exposer ma vie et mes choix au jugement public, tout cela demande un courage que parfois je ne pense pas avoir. Mais je le fais parce que je crois que des histoires comme la mienne doivent être racontées, que les expériences partagées peuvent éclairer le chemin de ceux qui sont encore dans l'ombre du doute et de la souffrance. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau témoignage sur Souvenirs de grand-mère, en regardant en arrière sur le chemin que j'ai parcouru depuis ce jour fatidique à l'église Saint-Martin.
Je suis encore étonnée par la force que j'ai trouvée en moi. Qui aurait pu imaginer que moi, Simone Leroux, bibliothécaire retraitée de 65 ans, discrète et effacée toute ma vie, je me retrouverais au centre d'une tempête aussi violente. Tout a commencé par ces mots cruels, lancés lors du baptême de mon petit-fils. « Sortez d'ici, diable! Personne ne veut de vous ici en ce moment !» Des mots qui, au lieu de me briser comme Céline l'espérait, ont éveillé en moi une détermination insoupçonnée. Cette humiliation publique, ce rejet devant toute la communauté de Beaune, aurait Mélik pu me réduire au silence, me pousser à disparaître. Mais quelque chose s'est produit ce jour-là. En quittant l'église la tête haute, j'ai retrouvé une dignité que j'avais peut-être perdue au fil des années d'accommodement et de compromis. L'enveloppe mystérieuse tombée à mes pieds, que je croyais alors être le fruit du hasard, était en réalité le premier fil d'une toile complexe que je me suis mise à tisser. Avec l'aide de Gabriel, mon fils cadet, j'ai plongé dans un monde que je n'aurais jamais cru explorer. Fraude financière, blanchiment d'argent, sociétés écrans, comptes offshore. Des termes qui m'étaient étrangers sont devenus mon vocabulaire quotidien. Mon infiltration dans l'appartement luxueux de Thomas et Céline au Clos de Bourgogne m'a transformée en une sorte d'espionne amateur. Moi qui n'avais jamais menti, je me suis retrouvée à jouer un rôle, à dissimuler mes intentions, à fouiller dans des bureaux fermés et des ordinateurs protégés. J'ai découvert en moi des capacités que je ne soupçonnais pas, la ruse, la patience, la détermination froide face au danger. Puis est venue la révélation inattendue, ce que je croyais être ma propre enquête était en réalité orchestré par la police financière. Père Antoine, Françoise ma meilleure amie, même Monsieur Beaufort de la Société financière du Rhône, tous étaient des acteurs d'une pièce dont j'ignorais le script, et Thomas, mon fils aîné, n'était pas le criminel calculateur que j'imaginais, mais une victime manipulée par une femme qu'il aimait aveuglément. La confrontation au domaine Les Échezeaux restera à jamais gravée dans ma mémoire. L'effroi sur le visage de Céline quand les preuves ont été projetées devant tous les invités. Le désespoir de Thomas réalisant que sa vie s'effondrait. Et cette révélation publique des manipulations et des mensonges qui avaient empoisonné notre famille. Un moment de justice, certes, mais aussi de profonde tristesse. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements, ma vie a trouvé un nouvel équilibre. Sébastien grandit dans ma petite maison de la rue des Vignerons, entouré d'amour et de stabilité. Je lui parle de son père avec tendresse, lui racontant l'homme bon qu'il était avant de s'égarer. Thomas, depuis sa cellule, s'efforce de reconstruire son âme à travers les livres d'Henri, cherchant dans les pages de Camus et de Saint-Exupéry les valeurs qu'il avait perdues de vue. Céline purge sa peine, refusant toujours de reconnaître sa culpabilité ou même de voir son fils. Une tragédie à sa façon, une vie consumée par l'ambition et la cupidité. Ses parents, Sylvie et Jacques, autrefois si hautains, viennent maintenant humblement voir leur petit-fils, apportant avec eux le poids de leurs regrets et de leurs remords. Françoise est redevenue ma confidente, notre amitié ayant survécu à l'épreuve du secret et de la trahison apparente. Nous rions parfois de l'ironie de la situation, moi qui lui faisais confiance pour tout, ignorant qu'elle travaillait avec la police, elle qui me surveillait pour me protéger, sachant que j'enquêtais de mon côté. Cette expérience m'a appris que nous ne connaissons jamais vraiment nos limites jusqu'à ce qu'elles soient là testées, que la force ne vient pas toujours de l'absence de peur, mais de la capacité à agir malgré cette peur, que parfois, les moments qui semblent nous briser sont exactement ceux qui nous révèlent à nous-mêmes. Si vous m'aviez dit, ce matin de baptême, que l'humiliation que j'allais subir me mènerait à devenir cette femme que je suis aujourd'hui, plus forte, plus indépendante, plus déterminée, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est précisément ce qui s'est passé. Les mots de Céline, censés me détruire, m'ont en réalité libérée. Je partage cette histoire avec vous aujourd'hui sur Souvenirs de grand-mère, non pas pour me vanter ou pour condamner, mais parce que je crois profondément au pouvoir des témoignages. Peut-être que parmi vous se trouve quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, qui se sent impuissant face à l'injustice ou à la trahison, qui pense qu'à un certain âge, on ne peut plus se réinventer. Mon message pour vous est simple. Il n'est jamais trop tard pour se tenir debout, pour défendre la vérité, pour protéger ceux qu'on aime. Si mon histoire vous a touché,
Je vous invite à vous abonner à la chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous partageons des témoignages de personnes ordinaires qui ont vécu des situations extraordinaires, des récits de courage, de résilience, de transformation personnelle. Des histoires qui peuvent vous inspirer, vous réconforter, vous montrer que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous confronté Thomas dès le début? Auriez-vous pardonné l'humiliation de Céline pour rester proche de votre petit-fils? Quel choix difficile avez-vous dû faire dans votre propre vie pour protéger votre famille ou défendre vos valeurs? Vos réflexions ne sont pas seulement précieuses pour moi, elles peuvent aussi éclairer le chemin d'autres personnes qui vous lisent. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Ce simple geste nous aide à atteindre plus de personnes, à étendre cette communauté de partage et de soutien mutuel que nous bâtissons ensemble. Je dois vous confier que réaliser ces vidéos demande beaucoup d'efforts. Revivre ces moments douloureux, les mettre en mots, surmonter la peur du jugement, tout cela exige un courage que je dois puiser en moi chaque semaine. Notre équipe travaille sans relâche pour vous offrir un contenu authentique et de qualité. C'est pourquoi, si vous le pouvez et le souhaitez, nous vous invitons à nous soutenir via le merci, cette fonction qui permet de contribuer financièrement au maintien de notre chaîne. Votre générosité nous aide à couvrir les coulisses de production, d'édition et de diffusion, nous permettant ainsi de continuer à partager quotidiennement des témoignages comme le mien. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, représente un vote de confiance dans notre travail et nous permet de toucher davantage de personnes qui pourraient bénéficier de ces histoires. Je vous encourage également à explorer les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez des récits tout aussi poignants, celui de Marcel, qui a redécouvert son fils après 20 ans de séparation, celui de Jeanne, qui a reconstruit sa vie après avoir tout perdu dans un incendie, ou encore celui de Pierre, qui a trouvé sa vocation à 70 ans. Chaque histoire est unique, mais toutes partagent ce fil conducteur de résilience et de renaissance. En terminant, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir écouté mon histoire. Dans un monde où tout va si vite, prendre le temps d'écouter le récit d'une grand-mère de Beaune est un acte de présence et d'empathie. Savoir que mes paroles trouvent un écho en vous me donne la force de continuer à témoigner. Ce que j'ai appris de plus important dans cette épreuve, c'est que nous avons tous en nous des ressources insoupçonnées, que la dignité n'est pas quelque chose qu'on nous donne ou qu'on nous prend, c'est quelque chose que nous choisissons de maintenir envers et contre tout, que parfois, prendre une profonde respiration et faire face à l'adversité est le premier pas vers une libération que nous n'aurions jamais imaginée. À bientôt sur Souvenirs de grand-mère, où chaque histoire est un témoignage de la beauté et de la complexité de nos vies ordinaires qui se révèlent extraordinaires dans l'épreuve.